Je suis Nadine Tinem, CEO de PwC en Afrique francophone subsaharienne. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de PwC Solver Talks. L'objectif de PwC Solver Talks est de participer à la réflexion prospective sur les pistes de solutions, sur les perspectives pour accélérer le développement de l'Afrique à travers divers thèmes qui touchent aux différents challenges, aux différents défis de notre Afrique. La santé, l'éducation, l'infrastructure, l'accès au financement, l'urbanisation, la transformation des organisations, l'amélioration de la productivité agricole, la gouvernance, le leadership, et j'en passe. Plusieurs analystes s'accordent également pour dire que le défi de l'Afrique, les enjeux, ce n'est pas la pauvreté, ce ne sont pas le manque de compétences, ce n'est pas non plus l'absence de liquidité ou de fonds, ce sont surtout nos vulnérabilités liées à nos structures sociales, à nos structures politiques, à nos structures économiques. Et c'est également le fait de plusieurs solutions qui, jusque-là, ne donnent pas tout le potentiel escompté, alors même que l'Afrique a des atouts, de nombreux atouts. Alors, comment nous allons transformer ces atouts en game changer au regard des différentes tendances qui jalonnent le monde? Différentes tendances que PwC a organisées sous le cadre ADAPT. A pour l'asymétrie, c'est-à-dire la disparité entre les nombreuses régions du monde en termes de développement et d'opportunités de croissance. D pour la disruption, pas simplement technologique, digitale, mais Covid-19 est également une disruption pour notre monde. A également pour l'âge. Le P pour la polarisation entre diverses régions du monde, mais également au niveau de même continent, voire au niveau de même pays. Et enfin le T pour le trust, c'est-à-dire la confiance de plus en plus exigée par la société. C'est au prisme de ADAPT que nous avons décidé d'organiser et d'engager ces différentes réflexions axées sur les pistes de solutions. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir deux autres très remarquables, vous le verrez. Tout d'abord, M. Célestin Moukeba Touambou, le directeur général d'Equity BCDC en RDC, qui est également un expert du secteur bancaire, après plus de 15 années, près de 20 années à servir le milieu bancaire, qui est également le président de UN Global Compact, qui est l'un des 100 leaders africains du classement Choiseul, et tenez-vous bien, qui est également le promotionnaire qui a brillamment réussi l'AMP, l'Advanced Management Programme de la Harvard Business School, en étant le meilleur de la promotion. Avec nous, M. Jean-Jacques Moukoula, associé de PwC en RDC, qui est le vice-président de l'Ordre national des experts comptables du Congo, qui est également au sein de PwC en Afrique francophone subsaharienne, le responsable de la fonction client et marché. Merci d'avoir accepté de nous retrouver, Célestin. Merci également, Jean-Jacques. C'est vraiment un plaisir et un privilège. C'est un plaisir partagé. Merci. Ensemble, nous allons aborder plusieurs thèmes autour de l'agrobusiness, autour de l'accélération de l'inclusion financière, et également le financement des PME et bien sûr la stabilité financière. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'en quelques mots, vous nous dites, c'est quoi les missions d'Equity BCDC que vous dirigez brillamment? Voilà. Merci beaucoup, Madame CEO. C'est un plaisir et un honneur de se retrouver dans ce plateau pour débattre de ces questions utiles au développement, surtout de notre continent. En ce qui nous concerne, Equity BCDC, c'est une banque qui fait partie d'un grand groupe, le groupe Equity basé au Kenya, Equity Group Holdings, présent en Afrique de l'Est essentiellement, et c'est le plus grand leader dans le secteur bancaire du pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale.
Nous sommes présents dans 6 pays à travers le continent et nous sommes en pleine expansion. Comme je dis, c'est le plus grand groupe. Nous avons la vision d'être le champion de la prospérité socio-économique des Africains, donc avec une visée très claire de pouvoir promouvoir les développements en Afrique. Le deuxième volet, c'est que nous avons la mission de transformer les vies des gens, de donner la dignité et d'étendre les opportunités de création de richesse. Donc nous sommes une banque spéciale avec une vision de développement. Nous avons comme un avion 2 moteurs, le moteur économique et le moteur social, ce qui fait en sorte que nous utilisons la banque comme un outil de développement. C'est un peu la particularité et la spécialité de notre institution. Très bien. Donc, 2 volets, économique et social, et je dirais économique pour pousser le social et enfin de permettre de développer l'économie. Oui, nous pensons que les deux devraient aller ensemble. Donc la vision économique, c'est le volet économique, c'est la banque, c'est le traditionnel, l'accompagnement, le financement, les transferts bancaires, ainsi de suite, les services bancaires aux grandes entreprises, aux petites et moyennes entreprises. Mais le volet social, c'est la particularité de la banque qui regarde la question de développement de façon intégrée. On ne peut pas dissocier l'économie du social parce que c'est lié, c'est entremêlé. Dans le volet social, nous articulons nos actions sur 6 piliers. Il y a premièrement l'accompagnement de tout ce qui est secteur primaire de l'économie. Donc on parle d'agriculture qui devait répondre aux besoins du développement de l'Afrique. L'Afrique en a besoin. L'autosuffisance alimentaire est plus que recherchée dans notre continent. Nous avons vu que les équilibres ont été bousculés avec la situation de la pandémie et encore avec la crise russo-ukrainienne. Donc l'Afrique se trouve très impactée. Donc les secteurs primaires, notamment l'agriculture, doivent être boostés et les secteurs extractifs. Vous savez bien que le continent africain regorge des ressources minières énormes et la RDC n'en fait pas l'exception. Ça, c'est le premier axe. Le second, c'est que nous regardons tout ce qui est trade and investment, donc les commerces et les investissements. L'Afrique ne peut se développer qu'avec la promotion du commerce entre les différents pays. Si l'Afrique apprenait à commercer ensemble, à faire des transactions de commerce ensemble, je pense que ça pourrait impulser une dynamique de développement. Donc, c'est le deuxième axe que nous regardons. Le troisième, c'est tout ce qui est petites et moyennes entreprises. Aucune économie ne peut se développer réellement sans un tissu fort des petites et moyennes entreprises qui constituent l'épine dorsale d'une économie vibrante. Le quatrième volet, c'est le volet social et tout ce qui est vraiment action humanitaire et sociale que la banque conduit. Nous avons en cinquième lieu tout ce qui est énergie. Aujourd'hui, avec la transition énergétique, la banque se veut d'être un pilier dans ce domaine. Et en dernier lieu, c'est la santé. Il y a une vraie corrélation entre par exemple, parlant des PME, une PME qui est gérée par un entrepreneur, les questions de santé sont des questions vitales qui mettent en péril même les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises. Donc regardez l'accompagnement dans le secteur de la santé, c'est un axe que nous exploitons. Exactement. Et vous faites bien d'insister sur la santé parce que c'est le 3e ODD, Objectif de développement durable. Tout à fait. Mais comme nous sommes au Congo, comme nous sommes en RDC, je vous propose de commencer par le développement de l'agrobusiness. La RDC, c'est un potentiel de plus de 80 millions de terres arables. C'est également un réseau hydrographique qui est très important, une variété de climats en RDC et bien sûr un potentiel d'irrigation de plus de 4 millions d'hectares. Mais lorsqu'on regarde, à peine 10% de ce potentiel est exploité, alors même que différentes sources s'accordent pour dire que la RDC peut nourrir plus de 2 milliards d'habitants. Comment accélérer ce potentiel agricole en RDC?
Très bien, merci pour la question. Je pense que vous avez bien peint le tableau, hein. La RDC peut jouer réellement le rôle du grenier de l'Afrique, pourvoir certainement en alimentation pour plusieurs pays à cause des raisons évoquées, 80 millions de terres arables, la pluviométrie favorable, les différents climats que nous avons, climat de montagne, on a le climat tropical humide, donc vraiment c'est un pays béni qui peut jouer ce rôle-là. Dans les années 80, et si pas 70, le pays avait une agriculture qui était quand même assez prospère. Mais je pense qu'il y a lieu de pouvoir redémarrer ou faire éclore ces potentiels-là. Il suffit premièrement d'avoir des politiques adaptées, que le gouvernement puisse prendre les mesures adéquates, notamment les politiques, et une planification stratégique de ces secteurs, y allouer de budgets conséquents. Je pense que le budget agricole représente moins de 10%, donc il faut que les ambitions se traduisent par le budget qui est alloué à ces secteurs. Mais le budget à lui seul ne suffit pas. Il faut un plan stratégique qui regarde la question à 360 degrés. Parce que quand on parle d'agriculture, on ne parle pas seulement des planteurs, de ceux qui vont s'aimer, mais on parle de tout l'écosystème. Donc il faut concevoir la question de façon à réanalyser les filières où la RDC regorge un potentiel énorme. Les filières agricoles qui doivent être vues dans l'ensemble et puissent être activées. On peut parler de la filière maïs, filière manioc, il y a des filières café, thé, l'EVA, il y a pas mal de choses qui doivent être pensées dans la globalité. La question de l'agriculture soulève aussi la problématique des infrastructures qui doivent être pensées, les voies d'évacuation des produits que les cultivateurs font, surtout dans les milieux ruraux. Donc, toutes ces questions doivent être abordées, mais c'est possible d'y arriver parce qu'il y a des secteurs, il y a des filières qui peuvent être activées très, très facilement. Donc, je peux partager l'expérience que nous avions, nous, en tant qu'institution bancaire, dans ce secteur, parce que nous avions la volonté d'accompagner dans notre axe de développement l'agriculture. Nous avions dû investir dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises dans le domaine. Nous avions fait l'expérience sur la filière café à l'est du pays, où nous avons accompagné plusieurs coopératives agricoles, parce qu'il y a les agriculteurs se sont regroupés en coopératives. Nous avons pris la démarche de nous dire on va accompagner ces exploitants agricoles. Ça a été un succès. Nous avons rencontré une coopérative agricole qui arrivait à exploiter ou exporter 4 containers le moment de notre rencontre. Mais après des cycles de financement, les financements qui ont consisté à pouvoir mettre des espèces de lavage, des stations de lavage des cafés pour améliorer la qualité des cafés qu'ils exportaient. Nous avons fait des financements aux agriculteurs via leur coopérative directement. Au bout de la course, cette coopérative a pu exporter 16 containers aux États-Unis. Et au moment où nous parlons, ils ont pu signer un accord avec Starbucks. Donc le café de ces producteurs se trouve dans les marchés à travers le monde. Cette expérience, pour nous, c'était une phase pilote pour tester, voir ce qui était possible. Et nous avons été fiers de voir vraiment que ces petits producteurs ont pu réaliser ces prouesses et même commencent à vivre de leurs produits de terre. Donc ça, c'est des expériences prises de façon macro. Le gouvernement, les dirigeants devraient prendre au sérieux la question et y investir sérieusement dans les plans stratégiques et aussi dans l'incitation à ces secteurs. Donc l'incitation voudrait que le gouvernant puisse devoir mettre à profit plusieurs plans d'incitation, que ce soit fiscal, que ce soit d'encouragement, pour faciliter
aux acteurs dans ce domaine de pouvoir réellement s'élancer sérieusement. L'accompagnement voudrait aussi que dans ces filières, que des voies d'évacuation puissent être considérées, c'est-à-dire qu'il y ait un investissement conséquent pour faciliter l'exploitation dans ce domaine. Merci. Merci. Et là, je vais me tourner vers Jean-Jacques, parce que vous dites il faut des politiques, il faut des plans stratégiques pour ces différentes filières. Mais une fois, Jean-Jacques, que nous avons ces politiques, ces plans stratégiques, se pose toujours la question de l'exécution de ces plans stratégiques. Dans l'exemple partagé par Célestin, même en l'absence de cette organisation, il a été possible de mettre en place, de faire un texte qui a été très concluant. Ce qui signifie aujourd'hui qu'en marge des politiques publiques, où je me pose la question de l'exécution, il y a peut-être également une opportunité, des opportunités pour des partenariats publics-privés afin d'accélérer le potentiel de développement agricole. Merci Nadine. Je dois réellement reconnaître l'approche innovante d'Equity, puisque dans ce pays, on a eu une banque de crédit agricole qui a disparu depuis des lustres. Et souvent, quand vous rentrez dans les milieux des experts, ils ont tendance à penser qu'il faut recréer cette banque pour relancer l'activité. Mais ce que je vois Equity en train de faire est quand même une approche innovante qui devrait inspirer. Alors, nous sommes dans nos pays où l'État n'a pas les moyens, souvent, de ses politiques. Ici, en RDC, par exemple, l'État vient de décréter où la vengeance du sol sur le sous-sol. Ça veut dire, dans la lecture stratégique, on pense que l'avenir du pays est dans le sol et non pas dans la mine. Puisque la mine, à un moment, va s'épuiser, mais les espaces arables vont rester d'année en année. Alors, au-delà de cette affirmation, il faut passer maintenant dans l'exécution. L'État n'ayant pas de moyens, je crois qu'une approche innovante, c'est le partenariat public-privé, où les privés peuvent venir avec leur capacité de mobiliser des fonds au pays ou à l'extérieur et apporter la manière particulière de gérer, qui n'est pas celle souvent des institutions publiques, le contrôle, qui est un élément souvent qui nous fait défaut dans nos pays africains. Et de cette manière-là, nous pensons que dans un partenariat public-privé, il y a moyen d'arriver à une masse critique pour amener justement le sol à prendre sa revanche sur le sous-sol. Merci Jean-Jacques. Et ça nous amène inévitablement à la question du financement. Et financement, cette fois des PME, des petites et moyennes entreprises. Les PME en Afrique, ça représente 90% au moins du tissu entrepreneurial. C'est également 60% des emplois disponibles. Or, aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, tout le monde le sait, tout le monde le vit. On parle de 90% du tissu entrepreneurial. L'accès au financement reste très limité. Ça reste un obstacle, peut-être l'obstacle le plus important. Or, lorsqu'on parle notamment d'agriculture, on voit également des entrepreneurs. Comment pouvons-nous nous organiser pour résoudre ou trouver des solutions pérennes à pouvoir accompagner les PME dans leur croissance et surtout une croissance ou un développement qui soit durable pour pouvoir soutenir le développement de l'Afrique? Parce que si on n'y arrive pas, et sachant quel est le poids des petites et moyennes entreprises, nous aurons toujours un important retard. Comment vous voyez cette question, Célestin? Très bien, merci beaucoup, madame. C'est une question qui se pose avec acuité, la question de financement, accompagnement des petites et moyennes entreprises, surtout dans nos économies. Les tableaux que vous avez peints tout à l'heure, de se dire le tissu entrepreneurial est à 90% dans nos pays africains, constitué des petites et moyennes entreprises, c'est vrai. C'est ce que moi j'ai appelé tout à l'heure l'épine dorsale d'une économie qui se veut prospère, solide. Donc on peut jauger en regardant la viabilité
du secteur des petites et moyennes entreprises. Le deuxième volet, c'est le grand pourvoyeur en main-d'œuvre, en emploi dans une économie. Donc, c'est une question qui doit être prise au sérieux. Et en ce qui concerne les actions qui devraient être menées pour développer ces secteurs, surtout via le financement, j'aimerais parler premièrement de l'encadrement. Je pense qu'il doit y avoir des structures d'encadrement des petites et moyennes entreprises dans nos pays afin de les aider à aller à des second level, monter d'un cran. Je crois que ça, c'est important. Il doit y avoir des politiques très claires qui incitent l'entrepreneuriat dans nos différents pays africains. Les politiques qui incitent réellement, des politiques qui encouragent l'entrepreneuriat, partant des structures comme les structures qui encadrent le start-up, la révision du système éducatif. Donc il y a pas mal de choses qui doivent être faites en amont avant de commencer à parler de l'investissement. Le deuxième volet, c'est qu'il faut que les institutions financières puissent pouvoir repenser leur modèle de financement. Et je crois que ça, c'est la grande difficulté qui prouve beaucoup de structures bancaires à ne pas adapter leur technologie financière pour accompagner ces secteurs. Donc, nous avons la chance, nous, d'évoluer dans une structure bancaire qui comprend ces thématiques et qui ont mis en place une technologie adaptée à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Donc, ça passe par la compréhension d'abord de la nature des activités de ces petites et moyennes entreprises. Généralement, peut-être pour répondre à ces préoccupations, il faut analyser en amont quels sont les grands défis de ces petites et moyennes entreprises. Notamment, c'est le manque de formalisation, c'est un système comptable peut-être à améliorer. Donc, il y a un rôle que même les cabinets, les autres peuvent jouer. Il y a besoin d'encadrer ces gens-là à pouvoir se formaliser, avoir un plan d'affaires, un plan stratégique, donc tout ce que les grandes entreprises ont, qui rend facile l'analyse auprès des institutions financières. Ces petites et moyennes entreprises ne les ont pas, mais cela n'exclut pas qu'elles ont la capacité d'être financées, d'être accompagnées. Nous avons des fonds de garantie, par exemple, des fonds de garantie que nous bénéficions, qui nous permettent de prendre des risques auprès de ces petites et moyennes entreprises. Donc nous arrivons à les accompagner. J'aime bien parler par des exemples. Je me rappelle d'avoir, il y a 10 ans, accompagné une petite et moyenne entreprise qui a commencé avec près de 50 000 $ d'investissement que nous lui avions accordé. L'entreprise, au début, n'avait pas encore une comptabilité. Nous l'avons encouragé à avoir un comptable. Le jour où il a pris son premier comptable, il était tout content de voir qu'il avait un total actif qui équivalait à X montant et qui pouvait faire des bénéfices qui se chiffraient à tel. Et après, nous avons plus son chiffre d'affaires augmenté. Nous l'avons encouragé à avoir un auditeur, un auditeur externe. Il y a une valeur ajoutée à se faire contrôler par un auditeur externe, à voir les avis et considérations d'un auditeur externe. Cette fois-là, ils ont pris PricewaterhouseCoopers comme auditeur. Ce n'est pas pour faire la publicité, mais c'était vraiment un vrai client qui a pris PricewaterhouseCoopers. À la fin, il est venu me voir au bureau. Il était tout content, disant « Ah, on a audité mon entreprise cette fois-ci. Voilà les recommandations que m'ont formulées les comptables, le cabinet. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de faiblesses, même chez mon financier, que j'ai trouvé de super génie. » Donc, voilà, il voit la valeur ajoutée. Récemment, cette petite et moyenne entreprise a bénéficié de près de 7 millions de $ auprès de notre institution. Donc, voyez-vous la progression, mais ça demande une bonne compréhension et des structures au niveau de la banque qui accompagnent ces petites et moyennes entreprises, qui est prête à prendre les risques. Donc, et nous, en ce qui nous concerne, effectivement, nous avons toute une technologie d'affaires dédiée, bien articulée, qui sait accompagner les petites et moyennes entreprises. D'accord. Merci Célestin. Donc,
En amont du financement, c'est déjà la question de la structuration. Exactement. La capacité de structuration de la petite et moyenne entreprise, c'est également davantage de capacités managériales, gestion financière. Et là, je vais me tourner vers Jean-Jacques. Dans le cadre de ces préalables, quelles sont les réformes poussées par l'Ordre, notamment national des experts comptables, pour cet encadrement des PME qui constituent, je vais reprendre l'expression de Célestin, l'épine dorsale économique? Oui, au niveau de l'Ordre des experts comptables de la RDC, les PME est un domaine de préoccupation. Au niveau de la loi fiscale de 2022, quelques innovations ont été apportées, puisque dans le double objectif d'améliorer les recettes de l'État et d'appliquer les recommandations de l'OHADA, qui est une loi supranationale, qui exige que les entreprises d'une certaine taille soient contrôlées par un expert comptable agréé. Nous avons fait inscrire dans cette loi une disposition pour rendre obligatoire l'application de cette disposition-là. Alors, des discussions que nous avons eues avec la DGI, donc les impôts, l'autorité des impôts en RDC, il y a à peu près 5000 comptes qu'ils gèrent, sur lesquels potentiellement il y a du travail de conseil pour les experts comptables. Puisque le constat qui a été fait par le passé, beaucoup d'entreprises, comme le cas qui a été signalé, faisaient des déclarations juste de compliance. Donc on montre rapidement des chiffres qui ne sont pas soutenus par une comptabilité, ce qui fait qu'au niveau de l'État, il y a de pertes importantes qui se dégagent. Nous pensons avec cette réforme, qui est une réforme clé, qui sera d'application dès 2024, un changement va être constaté dans cet environnement. Mais aussi, de l'autre côté, nous sommes un ordre qui doit accompagner la gouvernance économique du pays. Nous avons des projets, déjà pour aborder le cas du client de Equity, nous aurons à parler à tous ces gens-là, à les former gratuitement pour améliorer leur gouvernance financière, comptable, et ainsi de suite. De cette manière, nous pensons qu'on va fiabiliser la qualité de l'information qui est publiée et la lecture des performances sera en ligne avec les performances réelles de ces entités. Donc c'est un projet qui est en cours et nous avons foi que ce projet-là va aboutir au bénéfice de la communauté. Très bien. En tout cas, il sera important, je pense, pour aboutir au financement. Oui, je pourrais ajouter un petit point, c'est celui du gouvernement ou des pays africains pour promouvoir l'entrepreneuriat dans le pays et les petites et moyennes entreprises. Il faut que les politiques prennent le courage de confier des marchés à ces entrepreneurs-là aussi. Je crois que ça, c'est une question discrétionnaire d'un État, de pouvoir, de manière exclusive, confier certains pans d'activité à ces petites et moyennes entreprises pour leur développement. Je pense que c'est important de penser à ces questions-là aussi. Exactement. Et certaines de ces entreprises auront également la question de la garantie du paiement de ces marchés. Exactement. Et c'est là où je pense qu'on va revenir encore vers les établissements bancaires. Oui, tout à fait. Et lorsqu'on parle des petites et moyennes entreprises, en deçà, il y a également des très petites entreprises qui ne sont peut-être pas toujours assez intégrées dans le système financier. Lorsqu'on regarde en RDC, d'après nos sources, à peine maximum 7% de la population en âge adulte en capacité d'avoir un compte bancaire a effectivement un compte bancaire, contre une moyenne de 19% en Afrique. Qu'est-ce qui peut être fait pour accélérer cette inclusion financière et qui peut-être également sera une solution à
transformation, la conversion de TPE à petite entreprise, à moyenne entreprise. Est-ce que vous pensez que la technologie, la digitalisation peut être un vecteur pour accélérer l'inclusion financière en RDC? Tout à fait d'accord. Merci madame. Je pense que votre question vaut son pesant. Nous avons travaillé sur la question de l'inclusion financière en République démocratique du Congo depuis plusieurs années. En 2004, je me rappelle de l'étude de marché qu'avait menée une institution qui voulait s'établir au Congo, ça s'appelait Procrédit à l'époque. Le taux de pénétration bancaire était de 0,01%, là autour de 2004. Et la banque avait comme objectif de pouvoir accélérer l'inclusion financière au Congo en s'attaquant aux barrières de l'inclusion financière, qui était jadis le montant minimum pour l'ouverture de compte. Ça, c'était déjà le cas en RDC, où pour ouvrir un compte bancaire, il fallait avoir au minimum 10 000 $. C'était très exclusif, donc ça faisait que beaucoup de gens étaient exclus du secteur bancaire. Le deuxième point, ou la deuxième barrière, c'était le fait de pouvoir exiger ce solde minimum des transactions et puis exiger des garants ou des parrains qui pouvaient venir attester que vous pouvez avoir accès au compte bancaire. Donc, nous avons travaillé sur ces barrières-là. En 2006, nous avions lancé une institution bancaire, je me rappelle. J'étais déjà dans le secteur bancaire, ça fait partie des raisons qui m'ont poussé à me joindre à cette initiative. Donc, nous avons brisé ces barrières-là en disant tout Congolais peut avoir accès à un compte bancaire sans qu'il n'ait besoin d'avoir un solde minimum à déposer. Ça a permis que le secteur bancaire puisse redéfinir sa politique. Et aujourd'hui, nous sommes passés de ces 0,01% à ces 7%. Et nous, en tant que banque, nous avons près de 30% de part de marché dans ces secteurs parce que nous voulons être un acteur majeur dans la promotion de l'inclusion financière. Et pour ce faire, la technologie, inévitablement, a un rôle majeur à jouer. Et ce que nous avons réussi à faire, c'est de pouvoir nous attaquer à ce que nous appelons le bas de la pyramide. La pyramide, un peu les petites et moyennes entreprises et la masse, en les incluant dans le secteur bancaire via les solutions technologiques d'appoint, notamment le mobile banking. Et nous avons lancé le concept d'agent bancaire agréé dans le pays. Donc, les banques, toutes les banques réunies ont un réseau d'à peu près 1000 agences physiques. Je parle d'agences bancaires physiques. Nous, en tant que banque, nous voulions réellement changer la donne dans le pays. Nous avons déployé un grand réseau de distribution qui s'appelle le réseau d'agents bancaires. On en a près de 15 000. Donc, c'est 15 fois la capacité qu'ont toutes les banques réunies à pouvoir enrôler les clients. Donc, nous évoluons. En une année, nous avons pu ouvrir à peu près 1 million de comptes. Donc, nous pensons que ce rythme va s'accélérer et on va vraiment parler des taux de pénétration bancaire élevés grâce à la technologie, c'est-à-dire via le réseau de mobile banking, les solutions mobiles, et via le réseau d'agents bancaires. Donc, le réseau d'agents bancaires, pour rendre ça plus simple, c'est que nous recrutons les pharmacies, les supérettes, les supermarchés qui peuvent faire office de points de distribution. Au lieu qu'un client puisse se déplacer, ça réduit même le coût de l'opération bancaire. Donc, il va dans le supermarché d'habitude, là où il fait ses transactions ou ses achats, c'est là où il peut faire les dépôts et l'opération de retrait via les outils informatiques que nous avons mis à disposition de ces acteurs. Donc, pour les clients, c'est un avantage. C'est un avantage parce que c'est un moyen pour nous de redistribuer la richesse auprès de ces différentes petites et moyennes entreprises. Donc, toutes ces opérations seront rémunérées pour les acteurs qui les font et ça crée de l'emploi directement. Nous avons vu que pour chaque agent bancaire,
il est obligé de recruter quelqu'un qui soit commis exclusivement à ces opérations. Et troisièmement, pour la banque, effectivement, ça réduit le coût opérationnel et ça permet d'atteindre un plus grand nombre. Donc, je pense que les institutions doivent repenser leur modèle et nous, on est là pour vraiment jouer le rôle de catalyseur pour ces développements. Un autre levier que nous utilisons, c'est celui de la formation. Nous faisons une formation sur l'éducation financière à la masse. Donc, nous avons des programmes que nous lançons dans les radios communautaires sur le rôle de l'épargne dans une économie, pourquoi épargner. Donc une éducation financière est nécessaire pour que cette population comprenne qu'il y a besoin de pouvoir avoir accès aux services financiers. Être inclus financièrement, ça vous permet de partager les richesses du pays parce que c'est là où les choses se jouent. Et donc voilà, nous, c'est vraiment l'objectif que nous poursuivons et je pense que nous pouvons accélérer cette pénétration bancaire dans le pays. Très bien. Et lorsqu'on parle de digitalisation et des technologies, se pose la question de la cybersécurité. Le risque de cybersécurité, comment est-ce qu'il est pensé, comment il est organisé pour éviter les conséquences néfastes des attaques cyber? Je pense que la question de cybersécurité se règle dans la gestion globale des risques que prenne la banque. Donc le risque de cybercriminalité, c'est un risque majeur qui doit être traité comme tel. Donc nous avons des spécialistes en la matière au niveau de l'institution pour renforcer l'arsenal du contrôle interne, l'arsenal de monitoring des transactions. Si vous investissez dans le digital, il faut aussi que les transactions dans leur mitigation, dans le suivi, soient aussi à ces mêmes niveaux-là en termes de contrôle, en termes de suivi. Donc on a des outils qui existent, informatiques, qui permettent de pouvoir filtrer, de faire des monitoring. On digitalise aussi le contrôle parce que si vous traitez des millions de transactions, il faut que le contrôle suive le rythme. Donc, c'est des questions qui sont abordées dans le framework de Enterprise Risk Management que la banque met en place comme des dispositifs de contrôle interne. Très bien, merci Célestin, parce qu'il faut éviter des questions de stabilité financière. Oui. Nous en avons connu récemment sous d'autres cieux, notamment continent américain, et je voudrais demander à Jean-Jacques, est-ce que le système financier ou les systèmes bancaires sont exposés à ce que nous avons connu notamment avec la SVB? Merci pour la question. Peut-être mettre les choses dans leur contexte. La FBB, c'était une banque spécialisée qui a été créée pour supporter les startups, tout ce qui est high-tech, projet high-tech. Pourquoi une focalisation sur le high-tech? Puisqu'un constat qui a été fait au niveau global, c'est qu'à un moment, il y a eu beaucoup d'émissions monétaires en face desquelles il n'y avait pas de richesse. Et cela a donné lieu à une pression inflationniste sur l'économie. Alors, l'analyse qui a été faite dans le modèle de la FBB, ce qu'on pense que le start-up est le shortcut pour créer de la richesse très rapidement et essayer de couvrir le gap au niveau mondial. Et tous les pays, les grands pays sont engagés là-dedans, la Chine, les États. Au niveau des États-Unis, il y avait la SVB qui vient d'être tombée en faillite, mais ce n'est pas le modèle lui-même, c'est un modèle sain. La FBB a eu un problème tout simplement, comme c'est une banque spécialisée de start-up, c'est le risque de concentration. Sur l'ensemble de son portefeuille, une bonne partie était concentrée entre les mains des start-up. Ce qui fait que, avec le mismatch qu'ils avaient au niveau de leur bilan, ça veut dire qu'ils avaient des actifs
dont l'exigibilité ne rencontrait pas les éléments du passif. Et comme il y a eu 2 faillites, Signature Bank avant et Silver Bank, qui étaient dans les cryptomanies, et les clients de l'AFVB ont voulu, puisque à un moment, les startups étaient en difficulté, donc il y avait des besoins d'argent. Les gens avaient besoin d'argent et donc tout le monde voulait récupérer son argent, mais la couverture était telle que, puisqu'il y a eu des instruments qui ont été achetés pendant qu'on avait les taux zéro négatifs, ça veut dire que ce n'était pas rentable. Mais maintenant, avec la remontée des taux, pour combattre l'inflation, la FVB voulait vendre ces instruments, ça crée des pertes. Ce qui fait que les avoirs, les capitaux ont été totalement dépréciés. Et dans la foulée, les actionnaires ont voulu augmenter le capital. On fait un appel à l'augmentation du capital. Et comme les clients venaient chercher leur argent, ils n'avaient pas leur argent, et en plus il y avait ce bruit-là d'augmentation du capital, donc il y a ce qu'on appelle le bank rush. Donc maintenant tout le monde courait, grâce à la technologie, l'information est passée très vite. Hein. Dans ce cas-là, la technologie est un élément dévastateur, parce que l'information est passée très vite et tout le monde voulait récupérer l'argent. Et pour couvrir et éviter un risque systémique, le gouvernement américain a pris la décision de liquider la banque pour protéger. Mais la FVB n'était pas une grande banque systémique du temps de la taille de Lehman Brothers, qui était systématique avec des instruments complexes. La FVB n'avait que de Available for Sale et quelques instruments Held to Maturity, sur lesquels, justement, ils ont constaté des pertes énormes, puisque vous allez vendre un instrument aujourd'hui qui était rémunéré à 1%, alors qu'il y a la possibilité d'avoir des instruments avec les taux qui ont augmenté, rémunérés à 5-6%, ce qui fait que vous tapez une perte. Est-ce que l'Afrique est dans cette situation? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'une telle chose arrive, puisque le régulateur au niveau de l'Afrique est très regardant en ce qui concerne le risque de concentration. Il y a beaucoup de seuils qui sont définis dans la réglementation concernant la gestion de ce risque, et c'est un risque qui est monitoré. Et la Banque centrale du Congo, au-delà du rapport du commissaire aux comptes, exige un deuxième rapport du commissaire aux comptes sur la compliance, où le commissaire aux comptes doit décrire comment la banque commerciale se conforme à tous les éléments de risque, tous les éléments réglementaires, et comment elle s'organise même dans la gestion de ces risques de cybersécurité, IT, ainsi de suite. Je ne pense pas que ça puisse arriver en RDC, d'autant plus que c'est vrai qu'on a cette concentration qui est gérée, mais aussi la taille. Hein. On n'a pas, bon, c'est vrai que maintenant nos banques rentrent dans un écosystème sous-régional. C'est peut-être là il faut peut-être faire l'analyse. Est-ce que cet écosystème utilise des instruments complexes, susceptibles d'apporter un risque additionnel au secteur bancaire congolais? Peut-être c'est une question pour Sébastien. Non, mais je pense que l'expert, l'associé a bien répondu à la question. Hein. Donc, la réglementation bancaire édicte les normes prudentielles qui doivent être respectées par les institutions financières. Donc, il y a ces mécanismes de contrôle, le stress test que les institutions doivent devoir apporter, regarder, pour s'assurer de la solidité des institutions qui est gérée. Donc, je pense qu'à ces niveaux-là, au regard de l'arsenal réglementaire qui est mis en place, donc il n'y a pas lieu de se faire des craintes autour de la question. Je crois qu'il en avait été aussi le cas lors de la crise financière. On a vu qu'il y a une faible dépendance de l'Afrique aux différentes expositions
global, mais on est dans un monde quand même aujourd'hui beaucoup plus intégré. Mais la question est abordée par les réglementations qui sont mises en place et les analyses que les institutions bancaires font, les différents stress tests pour s'assurer de leur viabilité, et la diversification même de l'activité que nous avons permet de pouvoir mitiger ce genre de risques. En ce qui nous concerne, nous sommes une banque inclusive qui intègre différents segments d'activité. On a les grandes entreprises, les petites et la masse, le retail. Donc ça permet d'avoir une grande diversification dans le portefeuille et même réduit ces risques de concentration. Très bien. Donc le dispositif prudentiel et puis les mécanismes de contrôle nous mettent à l'abri. Ce qui est une très bonne nouvelle. Nous arrivons au terme de nos échanges très intéressants. Et je voudrais, Célestin, si vous aviez un mot pour les personnes qui investissent dans l'agrobusiness, si vous aviez également un mot pour les personnes qui font les politiques publiques et un dernier mot pour permettre aux PME d'améliorer la capacité pour accéder au financement, quels seraient ces mots à l'attention de ces différentes cibles? Très bien. En ce qui concerne le secteur agricole, c'est un secteur porteur pour le pays, pour l'économie. Donc nous encourageons l'entrepreneuriat dans ces secteurs, que les différentes personnes qui veulent s'investir puissent se lancer. C'est un secteur porteur et c'est un secteur de l'avenir. Pourquoi parler du secteur de l'avenir? C'est un secteur d'aujourd'hui. Donc il est vraiment question de pouvoir prendre à bras le corps cette question, et surtout au regard de ce challenge mondial qu'il y a. Si le pays n'arrive pas à avoir l'autosuffisance alimentaire, va être frappé de plein fouet par l'inflation importée qui vient de l'importation des différents biens et services. Et la RDC, aujourd'hui, la consommation de nos produits alimentaires dépend exclusivement de l'importation, donc ce qui donne une marge énorme et des opportunités d'investissement dans ces secteurs. Les publics doivent agir dans les politiques d'incitation et en ayant un plan stratégique qui permette aux différents acteurs de se greffer et de pouvoir se développer autour de ces axes prioritaires, notamment par la promotion de l'amélioration de l'infrastructure, allais-je dire, et permettre à ce que les différents acteurs puissent se développer. En ce qui concerne les PME, je pense que les politiques publiques devraient être dirigées à l'endroit de ces segments porteurs de l'économie. Je vois qu'en RDC, il y a beaucoup d'efforts fournis déjà en ce qui concerne la loi de la sous-traitance. Il y a des codes, des lois qui incitent les différents PME. Une fiscalité repensée et adaptée à ce secteur est nécessaire pour que les petites et moyennes entreprises jouent réellement le rôle majeur qu'on attend d'elles, donc les petites et moyennes entreprises, dans l'émergence de l'économie congolaise. Et enfin, j'aimerais parler de l'inclusion financière. Reste un agenda pour que le maximum des Congolais puissent avoir accès aux services bancaires. Chacun a sa partition à jouer, y compris les cabinets, dans l'encadrement des entreprises. Et c'est le mot que je pourrais dire. Donc je termine mon propos en encourageant les différents acteurs qui peuvent influer sur le développement de l'Afrique à pouvoir mettre la main dans la pâte pour aider notre continent à sortir du bourbier et à connaître un essor considérable. Merci. Merci beaucoup, Célestin. Jean-Jacques, un dernier mot à l'attention des entrepreneurs. Oui, à l'attention des entrepreneurs, c'est que le monde des affaires, il y a plusieurs parties qui jouent chacun un rôle. Donc il faut prendre conscience que pour
mieux se comporter dans ce monde des affaires, il faut se faire conseiller. C'est très, très important. Le gain qu'on a à avoir un conseil de qualité est plus important et les entrepreneurs ne devraient pas hésiter à le faire. Des réformes sont en cours au niveau du pays avec l'inscription sur la liste grise de GAFI. Ces réformes vont apporter aussi des changements, puisque les experts comptables ont des obligations maintenant de vérification et de reporting sur tous les événements contraires ou susceptibles de démontrer qu'il y a un blanchiment de capitaux. Le pays est en train de se doter d'une loi qui est un des critères importants que les GAFI ont posés. J'espère que cette loi sera adoptée, mais aussi les professionnels impliqués comme les experts comptables, les avocats, chacun dans son secteur essaie de définir comment il peut apporter sa pierre à l'édifice. Cela va changer beaucoup de choses, y compris même l'inclusion financière. Puisque, je crois que M. Célestin, on a eu longuement à discuter là-dessus, quand on voit beaucoup de projets, par exemple, de construction, la question que je me pose, c'est quelle est la banque qui supporte? Souvent, on n'arrive pas à avoir une grande visibilité. Donc, je pense que cette loi-là va apporter des changements et les entrepreneurs ont besoin de s'approcher des experts, des gens qui ont l'expertise, pour essayer de les orienter dans ce sens-là. Merci Jean-Jacques, encore merci Célestin. Merci beaucoup. Merci d'avoir contribué à ces réflexions, à ces pistes de solutions. Et il n'y a pas de doute, l'Afrique se fera avec les Africains et avec leurs capacités, leurs compétences et leur désir et leur engagement à ce que les choses changent et s'améliorent. Et nous en avons les atouts.